Chers invités, mesdames et messieurs, le président Henri Konan Bédié nous a quittés, ça fait un moment, mais il est encore frais dans nos mémoires. Il y a certains de nos cadres, de nos élus qui sont disparus. Et au moment où on commence cette cérémonie, je voudrais, avec votre permission, qu'on marque une minute de silence en leur mémoire. Pour notre rencontre de ce jour, nous allons, comme l'a dit le maître des cérémonies, aborder 3 points essentiels. Mais rappelez-vous que je voulais vous signaler que c'est essentiellement une séance de remerciements. Sauf que l'actualité s'est invitée dans notre rencontre. Sinon, nous voulons parler d'abord des obsèques du président Henri Konan Bédié et surtout des activités du président Thiam qui va commencer à s'ouvrir. Mais vous savez, l'actualité s'est invitée et nous ne pouvons pas nous dérober de ce rôle. Mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, rappelé à Dieu le 1er août 2023, le président Henri Konan Bédié a été inhumé le 1er juin 2024 dans son village natal à Près-Presso. Ce qu'il faut retenir de ces obsèques officielles qui ont démarré le 19 mai 2024, c'est l'hommage posthume à la dimension de la vie que le président lui-même a construite et que la Côte d'Ivoire en a été témoin et que le PDCI en a bénéficié, qui ont donc amené le PDCI-RDA, la famille du président Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire et le monde entier à lui rendre les hommages que vous avez vus sous vos yeux. Le président Henri Konan Bédié fait l'unanimité sur sa posture d'homme de paix, de rassembleur, des ciments de la société, surtout d'homme d'État. Henri Konan Bédié, notre regretté président, a passé toute sa vie à servir l'État, la nation et la société ivoirienne. Il n'a pas vécu inutile. Il était foncièrement attaché à son terroir, à sa famille, au progrès de son pays. Il a mis tous ses efforts et son talent à la recherche du bonheur pour son peuple. Rappelons-nous le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. Il laisse son parti orphelin autant que tous ceux dont la vie et l'espoir dépendaient de sa générosité dans une situation d'absence de tuteur. Dieu merci, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Donc, sous la conduite du président Henri Thiam, le président Bédié a eu des funérailles dignes et à la dimension de ce qu'ont été sa vie et ses actions sur terre. À Abidjan, comme à Près-Presso, nous avons été témoins d'hommages et de témoignages des hommes politiques, des personnalités de la société civile, de la quasi-totalité de la presse nationale et internationale. Au nom du président Tidjane Thiam et de la haute direction du PDCI-RDA, nous adressons nos sincères remerciements à tous. Au moment où je suis en face de vous, la presse, je voudrais vous renouveler la reconnaissance de notre président et de notre parti, aux responsables des médias de tous bords. Une reconnaissance appuyée à certaines presses. Rappelons que RFI a été le premier organe à lancer les funérailles du président Henri Konan Bédié. Ce n'était pas donné. Une émission spéciale a été faite en son honneur au Palais de la Culture. Au nom du président, donc, nous adressons à notre proche, notre presse qui est avec nous, PDCI TV, tous ceux qui sont en ligne, qui nous appuient dans l'ombre comme au soleil. Je voudrais vous adresser mes salutations et les remerciements du président Thiam pour les efforts que vous avez fournis. La presse nationale qui nous a accompagnés et la presse privée, je ne peux pas manquer de noter particulièrement le jour du départ du corps du président Bédié à Près-Presso. Vous savez, Nzieba n'a pas dérogé à sa réputation d'homme de l'eau. Il a mouillé tout le monde, mais certaines presses ont pu transmettre ça en direct. Et parmi ces presses-là, je voulais féliciter l'AFTV, qui a fait un effort particulier. Je voulais qu'on l'applaudisse. Vous savez, il n'est pas de mes habitudes de féliciter. Mais quand quelque chose est bien, mon grand-père m'a enseigné pour dire, quand tu n'es pas reconnaissant en l'homme que tu vois, tu ne peux pas être reconnaissant en Dieu que tu ne vois pas.
Et les hommes et les femmes qui nous ont aidés à donner de la visibilité aux obsèques du président Konan Bédié, il faut leur reconnaître. La presse écrite a inondé les journaux des images et des bienfaits. Certains tirages spéciaux ont été faits. Mais certaines presses aussi ont été un peu silencieuses sur les obsèques du président. Je ne vais pas les emmerder ici, mais je pense que à certains endroits, nous aurons l'occasion de le dire. C'est les remerciements. Donc je voudrais, au nom donc du président Thiam et la haute direction du parti, remercier tous. Je voudrais aussi adresser les remerciements pour les témoignages de certains partis politiques frères ou d'opposition aujourd'hui, qui étaient des opposants quand nous étions au pouvoir, mais qui ont reconnu la valeur et la grandeur du président Henri Konan Bédié. Le président du FPI, Afin Guessan, a fait un témoignage exceptionnel à la résidence du président Henri Konan Bédié. Il faudrait qu'on le relève pour son courage, sa clairvoyance et sa sincérité. Le COGEP a fait un témoignage extraordinaire après Presso. Madame la présidente de l'URD et certaines interventions à Abidjan après Presso ont donné de fortes émotions à l'assistance. On peut à cette TV révéler celle des handicapés qui ont tenu à rappeler l'action du couple Bédié pour l'autonomisation et la promotion des personnes vivant avec le handicap dans notre pays. Au cours de ces objets, les témoignages nous ont rappelé l'impact de la gouvernance du président Henri Konan Bédié sur les fondamentaux et les fondements de l'économie de notre pays, qui lui permettent aujourd'hui sa résilience dont certains s'en prévalent et en bénéficient. Face aux multiples chocs économiques que subit notre pays qui résiste, c'est grâce à Henri Konan Bédié et à son prédécesseur Félix Houphouët-Boigny qui ont créé les fondamentaux et les fondements de notre économie. Au moment où il repose à jamais après Presso, nous devons reconnaissance et surtout gratitude. C'est aussi le lieu de mentionner la mobilisation du monde rural et traditionnel de tout le pays, à travers les symboles riches de notre patrimoine culturel. La Côte d'Ivoire profonde a exprimé sa profonde reconnaissance à notre défunt président. Les peuples amis et frères des pays d'Afrique et du monde étaient également à nos côtés. Le peuple Akan venu du Ghana, en passant par les alliés politiques du RDA, du Burkina, de Guinée-Conakry, du Mali, des partis fondateurs de l'Union d'unité africaine, ont rendu hommage au président Henri Konan Bédié. Qui d'autre? Il sera rarement un homme politique à sa mort à faire l'objet de médiatisation et de reconnaissance d'hommage qu'Henri Konan Bédié. Notre père à nous, enfin le PDCI RDA et le président Thiam, a su construire un esprit d'équipe autour des idéaux du père fondateur. La mission qu'il nous a confiée à tous, c'est la reconquête du pouvoir d'État, mais passant d'abord par les hommages à Henri Konan Bédié qui était nos premiers désirs. Bravo à tous et que Dieu accueille le président Henri Konan Bédié dans son paradis céleste. Bédié le mérite. Il l'a mérité par son travail, par son amour, par sa générosité, par son affection, par son acceptation des contradictions, par ses actions sur l'économie, sur la société et sur la vie spirituelle de notre pays. Merci à Henri Konan Bédié, merci à sa famille et merci à Dieu de nous avoir donné un tel homme que nous n'allons jamais oublier. Merci à tous et condoléances à nous tous. À cette fin, nous voulons aussi, et de manière discrète, organiser une succession qui a valablement assuré là que, au niveau du PDCI RDA, le président Kidia, Dieu nous l'a envoyé. Il y a 1 an, il y a 2 ans, personne ne pouvait imaginer qu'aujourd'hui, 19 juin 2024, le PDCI serait orphelin de son père, Henri Konan Bédié, et que Tidjane Thiam serait son successeur. Personne. Mais Dieu, qui est maître du monde, qui connaît l'avenir, avait déjà tracé cela. Il a donc donné comme premier défi l'organisation des obsèques en paix, en fils reconnaissant. Et je pense qu'à ce niveau, tout le monde reconnaît que le maximum a été fait dans toute cette étape, dans tous ces mouvements. Après Presso, des millions d'hommes sont partis, des centaines de voitures sont parties et revenues. Nous n'avons pas connu un accident majeur. Sauf qu'au retour du Presso, il y a une 4x4 qui a pris feu par mégarde, mais ça, Dieu merci, il n'y a eu rien. Bédié est donc un homme de paix, un homme qui sait préserver la paix,
la paix de son vivant et la paix après lui. Il n'aimait pas les faux bruits. Donc, nous pensons qu'il faut féliciter les organisateurs, avec à leur tête le président Tidjane Thiam, tous ceux qui ont contribué à l'organisation des funérailles du président Henri Konan Bédié, d'une manière ou d'une autre. Nous leur disons merci. Nous disons merci au gouvernement qui a été présent pendant les obsèques à la résidence par une délégation conduite par le directeur du cabinet du président de la République et à Prépresso par le vice-président de la République. Nous leur disons merci. Merci pour ce qu'ils ont fait. Nous pensons qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Même si certains espéraient mieux, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On fait les funérailles à la dimension du sentiment de la personne qui est partie. On peut le faire en s'asseyant à tout moment, même quand on n'a pas les moyens. Ce n'est pas les moyens financiers qui font forcément les funérailles. C'est le sentiment d'avoir perdu quelqu'un de cher. Et on l'exprime par les pleurs, on l'exprime par sa présence, on l'exprime par la compassion, on l'exprime par l'assistance morale à la famille. Tous ceux qui ont pu le faire sincèrement, que Dieu les récompense. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je voudrais donc vous dire que, comme je l'ai tantôt dit, le président Tidjane Thiam en a fait un défi personnel. Aujourd'hui, on peut rappeler très rapidement les programmes, mais je pense que ce n'est pas d'actualité. Nous allons dire que, après les condoléances à tout le monde, que le président Tidjane Thiam, après son élection, s'est fixé donc comme le défi de l'organisation, et après la reconquête du pouvoir. C'est à cet effet qu'il initie donc, dès maintenant, des tournées dans tout le pays. Le pays est divisé en 14 districts. Et le président Tidjane Thiam va pour remercier les populations pour ce qu'on a fait pour son père. Pour ce qu'on a fait pour son père et pour le PDCI RDA. Il n'y a que des ingrats qui ne sont pas reconnaissants. L'homme, quel que soit vous devez faire, vous devez être reconnaissant. Donc il commence, et c'est un homme de parole. C'est dans même cette salle que les populations de l'Ouest étaient venues le saluer et il leur a promis que sa première sortie sera dans l'Ouest. C'est en respect de cet engagement. Parce qu'il y a des gens qui promettent, il y a des gens qui s'engagent. Au PDCI, on ne promet pas, mais on s'engage. Il s'est donc engagé pour y aller. Et le 22 de ce mois, dans quelques jours, le président Tidjane Thiam sera à Soubré pour remercier les gens et leur dire que le PDCI RDA continue sa marche. L'objectif de ces tournées qui vont se poursuivre dans les 14 districts consiste à remercier donc les militants, les sympathisants du PDCI RDA et tous les Ivoiriens pour leur soutien et leur participation aux obsèques du président Henri Konan Bédié. Il mettra, par la même occasion, il se mettra donc à l'écoute pour recueillir leurs préoccupations. Chez nous au village, on dit, quand l'éléphant va boire de l'eau, il profite pour nettoyer sa trompe. Donc un politicien qui sera dans le peuple va écouter le peuple, va s'adresser au peuple. Nous voulons faire de cette rencontre avec les populations de la Nawa une véritable réussite, malgré les difficultés qui jonchent sur notre chemin. Nous notons que cette rencontre suscite des convoitises au point que, subitement, des organisations et des manifestations de tout genre germent dans les villes voisines. Ces pratiques visent en réalité à réduire la mobilisation qui s'annonce grandiose. Ces pratiques qui font ressortir l'état frileux des partis politiques rejetés par le peuple, malgré les gros mensonges et les gros moyens de l'État et des ressources du contribuable qui sont déployés. Elles résultent également et clairement de la mesure de la liberté d'expression qui ne peut se réduire à un simple rang de classement des Reporters sans frontières. Il faut laisser les gens s'exprimer. La démocratie, c'est aussi cela. Tous ceux qui sont en train de faire cela, vous allez remarquer, c'est des fugitifs. Ils ont tous au moins eu 2 ou 3 partis politiques dans leur histoire. Au PDCI RDA, moi qui vous parle, je n'ai connu qu'un seul parti politique. Dans la douleur, je suis PDCI RDA, vous comme vous. Dans le malheur, vous êtes PDCI comme vous. Même dans le manque de moyens, vous êtes resté PDCI comme vous. Parce que très bientôt,
le soleil va s'élever sur la Côte d'Ivoire avec le PDCI RDA. Alors, le président, pendant tous les circuits qu'il va parler, il va constater la dégradation de son pays quand il l'a laissé. Il n'a jamais quitté un peu le pays. Il est au courant de tout. Mais il va constater des visu. Les routes du milieu rural. Alors qu'à Abidjan, on parle de goudron. Mais le goudron qui est très vite mis en épreuve par les moindres pluies et tout est inondé. Le président verra que le président va se rendre compte des réalités actualisées, Au moment où le président Thiam va aller, il va peaufiner et enrichir son programme qui est décliné en 6 grands axes. Le premier axe, c'est le capital humain. Le deuxième axe, c'est l'environnement, le développement. Le troisième, la société. Le quatrième, l'économie et l'équité. Le quatrième, c'est la paix et la sécurité. Et enfin, le dernier point, c'est sur les nouvelles technologies. Je peux en avoir pas oublié des têtes. Donc tous ces axes vont être actualisés en fonction des réalités du terrain. Et il sortira un programme solide. Je rappelle que le PDCI RDA a déjà un programme de gouvernement. On l'a fait en 2015. Mais on n'était pas allé aux élections. On l'a actualisé en 2020. Le président Bédié l'avait même chiffré. On n'est pas allé au gouvernement. Et comme les choses ne font que se dégrader, il faut l'actualiser. C'est pourquoi nous allons l'actualiser et publier au moment venu. Au moment où le président entame donc sa visite à l'intérieur du pays, l'actualité nationale n'est pas reluisante, malheureusement. Le taux de pauvreté stagne à 39%. Un autre chiffre qui va être donné, c'est un faux chiffre. Voilà le chiffre que le gouvernement nous a donné à l'Assemblée nationale, à l'analyse de la loi sur l'endettement. C'est le chiffre qui a été donné par le ministre des Finances. 39% de taux de pauvreté. En réalité, notre pays compte autant de pauvres en 2024 qu'en 2011. Peut-être même plus. En 2011, on avait 55,4% pour une population de 20 millions. Quand vous faites ça, vous avez à peu près 11 millions de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté. En 2024, nous sommes à peu près à 29 millions. À 39% de taux de pauvreté, nous sommes à peu près à 11 millions et plus. Peut-être 11 500 000. Donc en fait, le taux de pauvreté, le nombre de pauvres n'a pas diminué, ça augmente. Après 15, 12, 13 ans de régime du RHDP. Voilà là une erreur au résultat. Les tenants du pouvoir que les contribuables entretiennent à la sueur de leur front nous expliquent qu'il suffit de résoudre le problème de la cherté de la vie par une équation polynomiale. La vie est chère, l'électricité est chère, le transport est cher, la nourriture est chère, l'eau est chère. Ils ont tout augmenté. L'électricité a été augmentée, on a dit non, les coûts vont baisser parce qu'il y a une baisse de température. Mais le coût du kilowattheure a augmenté. C'est de ça que nous parlons. Il n'y a pas que le coût du kilowattheure sur votre facture. Le timbre de terre qui était de 100 francs est passé à 500 francs. Regardez bien. Ça aussi, est-ce que le timbre de terre a subi une pluie exceptionnelle? Même quand vous regardez sur votre sa facture d'assainissement, sur les autres factures, a augmenté. Alors, pourtant, nous sommes là, nous regardons. En matière de logement social, il n'est pas exagéré de dire que c'est un échec cuisant. Allez-y me montrer une cité comme Sikoji qui est là, depuis que le PDCI est parti du pouvoir. Allez-y me montrer ça à Abidjan. Les opérations privées qu'on fait là, vous ne pouvez pas avoir une maison, 3 pièces, à moins de 30 millions de francs CFA. Si vous voulez construire, vous ne pouvez pas avoir un terrain aujourd'hui à moins de 30 millions de francs. Un terrain nu, quelquefois même avec conflit.
Alors qu'on nous a promis de donner à chaque Ivoirien un toit pour une valeur de 5 millions de francs CFA, payable, solvable sur plusieurs années. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la VAR qui nous rappelle cela. Pour les quartiers précaires qui font l'objet de l'actualité, on nous a dit on va aménager et leur donner des ACD. Le résultat aujourd'hui, c'est le déguerpissement sans issue, en plein examen scolaire. On détruit des mosquées et on détruit des églises. Si c'était PDCI RDA qu'on avait donné une seule mosquée ou une église, on allait nous traîner d'athées. On allait en faire une action. On allait en faire un élément de campagne. Mais aujourd'hui, on détruit les mosquées, on détruit les églises. On chasse les gens, on les met au soleil, à la pluie. Et malheureusement, comme le malheur n'y veut pas, à cette période-là, les inondations nous rappellent l'incohérence et le manque d'expertise des ingénieurs qui n'ont jamais fait la pratique, mais qui ont fait la formule polynomiale. Voilà. En termes d'assainissement, on observe au fil des années une dégradation des cités avec des constructions à la va-vite, accroissant des écoulements des bâtiments et des inondations certaines à chaque grande pluie. Maintenant, à Abidjan, il faut intégrer les inondations dans la vie. Chaque fois qu'il pleut plus de 15 mm de pluie, on a des inondations. Et ça, je vais expliquer à ces ingénieurs polynomiaux que la ville d'Abidjan a été construite de la partie basse, c'est-à-dire vers la lagune, jusqu'à vers la partie haute. Et plus vous accroissez l'espace de collecte de l'eau, vous augmentez ce qu'on appelle le bassin versant. Et comme on est en train de mettre en valeur, ou bien attribuer de manière anarchique, les talwegs, c'est les endroits les plus bas, y compris les pentes des talwegs, il n'y a plus d'absorption d'eau. Toute l'eau qui devait s'infiltrer est collectée pour venir, et ça vient vers des canaux qui n'ont pas été agrandis, et ça crée donc un débit. En hydrologie, on appelle ça le débit, et le débit, c'est la quantité d'eau qui passe à un endroit sur une surface bien donnée. Et ça crée de la force, de l'énergie, qui a une capacité de détruire, de destruction, une capacité de vitesse. Et l'eau passe toujours par l'endroit qui est moins basse. Et si vous construisez dans un bas-fond, l'eau va venir vous montrer qu'elle joue avec le temps et non pas avec la force. Elle va vous détruire. Et vous allez sur la route d'Alépé, vous verrez que partout on est en train de construire dans les talwegs, dans les bassins versants, dans les bas-fonds. Au vieux de tous. Les espaces verts que le PDCI a élevés ont été colonisés pour faire les bâtiments parce qu'ils ont la rend frais. C'est ça le problème de la ville d'Abidjan. Il faut que ça change. Et le PDCI RDA a des ingénieurs de terrain, des ingénieurs de conception pour réaliser, et nous allons résoudre ce problème. Que Dieu nous donne la chance d'y être là. Alors, voyez-vous, dans cette même salle, je suis venu vous rendre compte d'un projet de loi que le ministre de la Construction avait envoyé pour taxer le ciment et le fer. Je vous avais dit ça ici. À l'Assemblée, nous étions opposés pour dire que c'est les premiers intrants qui sont à la fois valables pour Abidjan comme dans l'intérieur du pays. Mais ils ne nous ont pas compris, ils ont taxé le ciment et le fer. Quelles sont les conséquences? D'abord, ça rend le ciment cher, ça rend le fer cher, et ça éloigne des cadres moyens de leur capacité à construire un toit. Mais aujourd'hui, vous allez bien vérifier, il n'y a que, comme le vrai fer coûte cher, il y a des fers contrefers qui sont dans le circuit. Comme le ciment coûte cher, le dosage de ciment est plus ou moins truqué. Les ciments, les briques que vous avez ramassées ne respectent pas le même sonage. Et quand ils prennent pour construire les immeubles, sous la pression, le fer qui n'est pas normal commence à se plier, ça crée des craquements. Voilà le vrai problème. Quand on félicite des gens pareils, qui sont en train de faire voir des équipements crouler, qu'on les félicite pour un bon travail, c'est que le monde est à l'envers. Voilà les réalités que nous vivons. Abidjan, notre capitale économique, est devenue une ville étouffante par les embouteillages, les difficultés et la cherté du transport. Pourtant, on nous avait promis aux Ivoiriens que le transfert de la capitale serait effectif dès la prise de fonction du RDR. La présidente devait aller à Yamoussoukro, suivi du ministre de l'Intérieur et progressivement. Aujourd'hui, montrez-moi un seul ministère qui est à Yamoussoukro. Nous allons nous engager
à le faire effectivement par la volonté de nos papas, Henri Konan Bédié et Félix Foubaï. Rien. 12 ans après, aucune trace du pouvoir exécutif à Yamoussoukro. C'était une promesse. Et comme les promesses n'engagent personne, alors nous prenons comme ça. Au contraire, nous voyons des institutions qui sont en train de s'ancrer profondément à Abidjan. Pour te voir. Le coût élevé de l'électricité, j'en ai parlé, n'a jamais atteint, en Côte d'Ivoire n'a jamais atteint un tel coût élevé. Pourtant, on nous dit qu'on est compétitif. Le gouvernement montre son impuissance face aux difficultés des consommateurs de notre pays. Puis, toutes les composantes du prix de l'électricité ont connu une hausse, je vous ai en parlé. Nous assistons à une période pénible pour nos concitoyens déguerpis, laissés à la rue, sous la pluie, sans recours ni assistance. Yako, à nous les Ivoiriens. Yako. Et quelquefois, on est sur le lit, on se demande, Dieu, qu'avons-nous fait pour mériter un tel sort? Et le président Foubaï nous disait, quand il n'y a pas de solution humaine, il y a une solution divine. Dieu vient à notre secours. Parce qu'on souffre. Pourtant, le pays connaît une croissance. On nous a donc, à ce moment, sorti la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens de la pauvreté et faire de notre pays un pays émergent en 2020. Personne ne parle de l'émergence maintenant. Eux-mêmes ont constaté que c'est un échec. Ça n'est dans aucun discours. Émergent, là, ça veut dire où encore? Gare à celui qui va parler d'émergence. Les promesses non tenues n'épargnent pas le milieu rural. Alors que les tenants du pouvoir avaient promis octroyer 60% du prix CAF des matières premières à nos citoyens, aujourd'hui, prenons l'ANACAD. Quand je parle, on dit non, moi je viens de là-bas. Les gens à peine payent 100 francs, 150 francs. Ce n'est même pas à un seul endroit, partout. Alors que le prix CAF qu'ils ont pris, c'est 663 francs CFA. On devait être à autour de 400 francs, 398 à 95 francs le prix du kilo. On ne le fait pas. Et on veut m'empêcher de le dire. Je vais le dire, pion. C'est pas normal. Aujourd'hui où je suis en train de vous parler là, le prix du cacao sur le marché mondial, c'est plus de 3500 francs. Si c'était le PDCI RDA qui avait géré la campagne, en maintenant bien entendu la stabilisation et le prix anticipé, qui est notre dispositif à nous, nous on ne regarde pas ça. C'est à nous qui avons géré, on allait payer le cacao, le kilo de cacao aux producteurs à 3000 francs CFA au mois d'octobre, c'était nous là. Mais ils ne pourront pas le faire, je parie, vous allez prendre, ils ne pourront pas le faire. Nous avons bataillé pour qu'on monte ça de 1000 francs à 1500 francs. Mais ils ne pourront pas payer le cacao à 3000 francs, ils ne pourront pas. 2000 francs même, prions Dieu. Ils ne pourront pas. Je vais expliquer ça plus tard. Ils le savent. Ça, c'est ma faute. Si vous n'avez pas réussi à faire ce que nous, on a pu faire. Ce n'est pas ma faute. Et de tout ça là, on n'en a pas entendu parler hier. Notre pays traîne une dette qui s'alourdit d'année en année, conséquent d'un déficit budgétaire. Chaque année, le déficit, la dette s'accroît entre 4 000 et 5 000 milliards chaque année. Je vais vous donner un exemple. 3. Moi, j'ai été allé à l'Assemblée en 2021 et j'ai gardé les chiffres, étant la membre de la commission des affaires économiques. 2021, on était à 20 269,8 milliards de dettes. 20 000. En 2022, 24 774,4 milliards de francs CFA de dettes. En 2023, on était à 27 782,6 milliards de dettes. Je vous avais dit dans cette même date, en 2022, que si on continue comme ça, en 2025, on va atteindre 30 000 milliards. Fouillez bien les valeurs, j'avais dit ça ici. J'étais assis là. Mais on n'est pas arrivé en 2025. Hein. En 2020, quand on sera à 30 000 milliards, 30 409,8 milliards de francs CFA de dettes. Ils m'ont anticipé. Voilà ce que les gens nous laissent aujourd'hui pour nos enfants et nos petits-enfants. Est-ce que d'ici 2025, là, ils peuvent payer ça?
Si on les laisse encore 5 ans à partir de 2025, c'est 5 000 milliards fois 5, c'est-à-dire 25 000 milliards qui vont s'ajouter, sans compter les mauvaises gouvernances qui vont s'ajouter et l'inflation. C'est-à-dire qu'on se retrouve à peu près à 50 000 milliards qui vont nous laisser. Plus de 50 000 milliards. On sera à 25 000, plus 30 000, ça fait 55 000 milliards. Et on va ajouter d'autres encore. Si on a la chance que d'autres conjonctures internationales ne viennent pas impacter ça. Un tel pouvoir. Et on dit que la dette est maîtrisée. Vous avez entendu hier, non? Maîtrisée, c'est un accroissement de 4 000 à 5 000 milliards. C'est ça qu'on appelle une dette maîtrisée. Ivoirien, on est en danger. Vous savez, il y avait un phénomène qui se passait, les fonctionnaires au départ. Quand ils ont des problèmes, ils allaient s'endetter à Côte Ivoirienne pour payer, pour prendre le matériel, et puis ils s'endettaient. À un moment donné, ils étaient tellement endettés que les magouillards avaient leur chéquier en main. Il va à la banque, il dit, regarde ta position. Si tu as 200 000 francs, lui il sort ça, et puis tu plaides au plus de petit, te donne un peu pour aller à la maison. Si on ne fait pas attention, c'est comme ça les créanciers vont venir gérer notre pays. Voilà le danger. Voilà le danger. Quand j'ai parlé de Grou ici, là, qu'on est 30 000 millions, chacun va avoir 1 million. Ils ont atteint effectivement les 30 000 milliards là. Ils ont atteint ça. Voilà le problème de la dette. On ne peut pas construire un pays par l'endettement seulement. Il faut créer une richesse interne. On nous dit qu'il y a la croissance du PIB. Oui, je ne peux pas le nier. Mais le PIB, c'est quoi? Le PIB, c'est la richesse que tous les Ivoiriens créent dans le pays. Ce n'est pas le gouvernement qui crée la richesse. C'est l'ensemble des Ivoiriens qui créent la richesse, dans le privé comme dans le public, le paysan, le commerçant. Tout le monde crée la richesse. Mais quand la richesse est créée, que l'État a pris sa part, cette part-là, elle doit servir à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Mais ce qu'on constate, c'est que le pays, la richesse augmente et les Ivoiriens restent pauvres. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part, des gens qui prennent cette richesse-là, ils mettent dans leur poche, ou bien il y a une petite minuscule d'entreprise qui prennent, qui l'exportent. C'est pourquoi le président Thiam a dit un pilier de économie et équité. On ne peut pas dissocier l'économie de l'équité. Donc le PIB augmente, la croissance augmente, la richesse augmente, les Ivoiriens, ceux qui ont la chance, restent ceux qui sont, mais ceux qui n'ont pas la chance deviennent de plus en plus pauvres. C'est ça, un des défis que le PDCI-RDA doit régler. On nous a fait entendre que 6 000 milliards en 2011, c'était le Waterloo. Waterloo, c'était le combat français, vous vous rappelez, dans la plaine de Waterloo où les Français ont été décapés, ça dit que c'était la catastrophe. Mais pourquoi veulent-ils nous dire, pendant que 6 000 milliards étaient Waterloo, pourquoi voulez-vous que vous nous dites que 30 000 milliards, c'est l'Eldorado? Alors on ne peut pas comprendre ça. On dit 6 000 milliards, c'est le Waterloo, c'est la catastrophe. Et vous dites non, 30 000 milliards, c'est l'Eldorado, c'est le bonheur, c'est tout le monde. Non. Quand vous êtes endetté, vous n'êtes pas souverain. Vous n'êtes pas maître de vos jugements, quelle que soit la dette. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, nous avons un véritable problème. Voilà donc les vraies réalités de notre pays. Un pays lourdement endetté, avec quasiment 4 Ivoiriens sur 10 vivant en dessous du seuil de la pauvreté. Un pays où le paysan souffre en dépit du travail colossal dont ils font, les paysans. Le PIB, donc, et la richesse, n'est pas investi pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, mais destiné à une minorité d'hommes et de structures qui l'exportent hors du pays. Chers Ivoiriens, chers amis de la presse, vous qui allez faire écho, comme nous l'avons constaté hier à l'hôtel Ivoire, le RDR n'a rien à proposer aux Ivoiriens, n'a plus rien à proposer aux Ivoiriens. Je dis bien le RDR.
Vous savez, pourquoi j'ai dit RDR? Il y a un animal, une crustacée, qu'on appelle Bernard l'ermite. Vous allez au bord de là. C'est un animal qui n'a pas de coquille. Et quand il veut grandir, il va dans la coquille vide et puis il trimballe la coquille vide, il va croire que c'est d'autres animaux. Mais ça, donc le RDR s'est mis dans une coquille qu'on appelle RGP. Pour ne pas, parce que le RDR dans sa face n'est plus vendable. Mais il reste RDR. Donc le RDR n'a plus rien à nous proposer. Nous avons un régime qui, au prix d'un endettement jamais égalé dans l'histoire de nos pays, a hypothéqué l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Ils ont exécuté les grands projets du PDCI RDA sous une gouvernance qui laisse à désirer. Maintenant, ils sont sans idée, sans inspiration. Leurs mensonges électoraux les ont rattrapés. Voilà la réalité. Je pèse bien mes mots. Une seule chance nous reste désormais pour sauver la Côte d'Ivoire en l'extirpant des mains des tenants du pouvoir. Cette chance, c'est le mois d'octobre 2025. Dieu nous montre le chemin. Il nous a envoyé le président Tidjane Thiam. Ne nous trompons pas. Inscrivons-nous massivement sur la liste électorale et allons voter pour le président Thiam en octobre 2025. Chers jeunes, chères femmes, chers Ivoiriens de Côte d'Ivoire, chers amis, nous vous savons parfois désespérés. Mais seul le chemin d'espoir qui reste est celui du président Tidjane Thiam. Levons-nous tous et préparons-nous pour 2025. La Côte d'Ivoire, notre pays, nous appelle au secours. Mettons-nous tous ensemble et le pays sera géré dans l'équité, sans vengeance ni revanche. Je termine mes propos en vous disant merci, vive le PDCI RDA, vive le président Thiam, vive la Côte d'Ivoire et je vous remercie.